Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet entretien organisé par le pôle Actu et Débat de la tribune étudiante de Grenoble École de Management. Donc, dans le cadre de la semaine J'aime en débat, notre association se mobilise avec des événements autour de la liberté d'expression. Nous remercions d'ailleurs Grenoble École de Management, qui est notre partenaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Pancho. Bonjour Pancho. Bonjour à tous. Donc, vous êtes l'un des dessinateurs de presse et caricaturistes les plus connus en France. Vous êtes né au Venezuela, puis vous avez vécu en Uruguay et en Argentine notamment. Aujourd'hui, cela fait plus de 30 ans que vous êtes en France et vous confirmez votre créativité et votre humour dans le monde diplomatique, Lire ou le magazine littéraire notamment. Et vous publiez très régulièrement dans Le Canard enchaîné et Le Monde. Donc, comme je le disais, vous avez commencé votre parcours en Amérique latine et vous êtes maintenant en France. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre parcours? Oui, et j'ai commencé en Uruguay l'année 68. Commencé professionnellement, j'ai dessiné toute ma vie, mais c'est là que j'ai commencé comme professionnel avec une caricature, un dessin sur un portrait de Martin Luther King et à propos de son assassinat. Dans une publication qui s'appelait Marcha, qui n'existe plus, qui est un hebdomadaire mythique dans l'histoire du journalisme latino-américain de très bon niveau. Et c'était un peu comme Les Mondes hebdomadaires, c'était la place des Mondes. C'était dirigé par un journaliste exceptionnel qui s'appelait Carlos Quijano, de la génération de Vermeer, je crois que tous les deux se connaissaient. Et j'ai commencé à faire de l'humour dans cette publication à la fin 69. Et j'avais commencé déjà dans d'autres journaux. Et cette publication avait une page d'humour, c'était la dernière, où il y avait 3, 4 dessins d'actualité. Et il y avait deux professionnels, des bons professionnels qui m'avaient précédé dans cette fonction. Et j'ai eu la chance d'être formaté par ces journalistes qui s'appelaient Carlos Quijano, qui était francophile, francophone. Il avait fait des études d'économie en France dans les années à Paris, dans les années 20. Et il était extrêmement précis. C'était un grand journaliste et qui m'avait exigé d'être le plus précis possible, de viser le mieux possible et de ne pas faire seulement des dessins pour amuser, mais pour dire quelque chose politiquement. Alors, j'ai travaillé avec lui. Heureusement, il n'était pas parti à la retraite à 65 ans, sinon je l'aurais loupé. Il avait 69 quand je l'ai connu. Et j'ai travaillé avec lui jusqu'à l'année 74. Il y a eu un coup d'État en 73 en Uruguay. Il y avait eu un état de siège auparavant où l'état des droits était déjà complètement compromis. Et les publications dans lesquelles je travaillais fermaient et je suis parti avec ma famille en Argentine à ce moment-là. D'accord. Et que c'était une période démocratique. Ça a duré à peu près 2 ans. 2 ans. J'ai vu venir un nouveau coup d'État en Argentine, qui c'était plus fréquent qu'en Uruguay. Et comme j'avais encore les papiers vénézuéliens, on est parti à Caracas, où on a vécu pendant 8 ans avant D'accord. de venir en France. Et j'ai toujours fait ces métiers dans les journaux, en Argentine, au Venezuela, et à partir de 83 en France. Donc, aujourd'hui, vous travaillez surtout pour Le Canard enchaîné et pour Le Monde, c'est ça? Et pour les canards enchaînés, pour le monde, depuis quelques années, non. Je suis parti du monde de l'année 2008. Et parfois, on publie encore des dessins à moi, mais c'est ponctuel. Et des dessins qui avaient été déjà publiés. Et je suis surtout au canard enchaîné en ce moment. Je suis depuis l'année 84. D'accord. Donc maintenant, nous allons pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous dire quelle a été et quelle est aujourd'hui la place de la liberté d'expression dans les pays d'Amérique latine? Eh bien, je ne suis pas complètement au courant de ce qui se passe en ce moment en Amérique latine. Dans l'Amérique latine, c'est très divers et ça change tout le temps. Alors, même si cette conversation peut être diffusée dans quelques temps, peut-être hors de contexte, je dirais autre chose. Mais par exemple,
Au Brésil, c'est compromis en ce moment avec le gouvernement de Bolsonaro. En Uruguay, il existe la liberté d'expression en ce moment. En Argentine aussi. Au Chili aussi, peut-être pas complètement comme dans d'autres époques. Et en Bolivie, il y a eu une élection. Je crois que le nouveau candidat, le nouveau président n'a pas encore assumé. Au Venezuela, il n'y a pas, on ne peut pas assurer qu'il y ait de la liberté d'expression. Les journaux sont contrôlés et souvent réprimés. Mexique, je ne sais pas quelle est la situation actuelle. Nicaragua, je crois qu'il y a de la censure. Alors, c'est varié. Je n'arrive pas à suivre l'actualité totale de l'Amérique latine en ce moment. Oui, c'est vrai que c'est très difficile à suivre, mais globalement, il y a une certaine liberté d'expression dans ces pays. J'ai l'impression qu'on Oui, peut dire que... Ok, oui, oui, oui. À d'accord. l'Uruguay, il y a un nouveau démocratie. La dictature a duré 12 ans et après s'est installée une démocratie. Il y a absolue liberté d'expression. Et l'Uruguay a été, dans ce sens, un pays très libre. C'était une exception, ces coups d'État, Oui, dans oui, l'histoire de l'Uruguay, parce que c'était un pays démocratique. Et quand il y avait des coups d'État dans les autres pays latino-américains, les intellectuels allaient se réfugier en Uruguay, justement parce qu'il y avait une démocratie. On a bénéficié de ça. d'accord. Est-ce que il y a un moment dans votre vie de journaliste qui vous a marqué à propos de la liberté d'expression? Oui, c'est justement à l'époque de la dictature en Uruguay, je travaillais et qu'il fallait faire très attention à ce qu'on faisait parce que la publication pouvait être fermée, on pouvait aller en tôle, mais c'était surtout la publication qui pouvait être fermée. Il n'y avait plus de garantie constitutionnelle. D'accord. Et alors, il fallait arriver à dire les choses de façon que les lecteurs allaient comprendre et jouer avec la complicité des lecteurs sans les dire directement. C'était tout un exercice. Les Espagnols avaient fait ça à l'époque de Franco, les Brésiliens avaient fait ça à l'époque de la dictature des années 80. En Uruguay, on a dû arriver à ça aussi. Et la faute, c'était justement que la publication soit fermée. Oui, Mais on ne se d'accord. privait pas de dire les choses. D'accord. Parce qu'on dit souvent que avec la dictature militaire en Uruguay, c'était l'une des répressions les plus brutales dans le monde. C'est quand même assez Oui, connu. oui, oui, oui. Oui, 73. oui, Ouais. à partir du moment, oui. Avant, je parle de la période avant la dictature, la période d'état de Oui, siège. Il y d'accord. avait encore quelques garanties. Non, après, quand la dictature s'est installée, il n'y avait aucune garantie. Et on pouvait aller en tôle sans être condamné, passer 12 ans, être torturé, et même disparaître. Là, il n'y avait aucune liberté d'expression. D'accord. Même, même à la maison, les gens faisaient attention de ce qu'ils disaient parce que l'enfant à l'école pouvait balancer, dire mon père a dit telle chose sur les présidents et ça pouvait l'amener en tôle. Alors, même à la maison, on ne pouvait pas parler. D'accord. Très bien. Alors, une question un peu plus assez vaste. Oui. Euh, Est-ce que vous vous sentez libre en tant que caricaturiste actuellement? Et en France, oui, je me sens libre et c'est quelque chose qui doit... Et je peux dessiner sur ce que je veux, disons. Mais il faut expliquer quelque chose parce que la plupart des gens ne le savent pas. Et je suis un professionnel de journaliste. Alors, je travaille dans les journaux. Et dans les journaux, les dessinateurs font partie d'une équipe. Et peut-être un soliste dans un orchestre, mais il ne fait pas ce qu'il veut. Je veux D'accord. dire, j'ai travaillé pendant 25 ans au monde, et jamais un dessin a été publié sans qu'il ait été approuvé par un rédacteur en chef. Parfois, si c'était la une, c'était le directeur qui devait l'approuver, et, ou par un éditeur. Et alors, cette liberté est conditionnée à ça, à être dans les cadres de la ligne du journal, disons. Je n'ai jamais travaillé dans un journal avec lequel je ne partageais pas la ligne. Alors, de ce côté-là, je me sentais libre. Alors, on connaît ces contraintes et on travaille avec elles. Et ça arrivait à tous les dessinateurs du monde, même Plantu, disons. Alors, l'idée que le dessinateur fait ce qu'il veut, c'est peut-être vrai en Charlie Hebdo, je ne sais pas, je n'ai pas travaillé pour le Charlie Hebdo, mais dans le reste de la presse, c'est pas comme ça. D'accord. Est-ce que vous pensez que justement la liberté d'expression est remise en cause actuellement en France?
Et il y a des libertés qui sont remises en question en ce moment en France à cause de l'état d'urgence et tout ça. Je crois que la liberté d'expression, non. Et en tout cas, je ne l'ai pas ressenti. Je parle à titre personnel. Tout ce que je dis là, c'est à titre personnel. Ça n'engage ni les canards, ni absolument personne d'autre. Moi, je ne l'ai pas ressenti. Alors, c'est vrai qu'il y a l'expression a explosé les 20 dernières années avec les réseaux sociaux. Et, et alors, peut-être, je ne sais pas, il y a des excès dans ce qu'on exprime. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais pas tout c'est beau. Et en tant que journaliste, je suis attaché à ce qui se passe dans les journaux. Je veux dire, et alors l'autre liberté d'expression, je ne peux pas la juger. Mais je crois qu'il existe, c'est évident. D'accord. Alors maintenant, on va parler d'une expression qui est assez connue, qui dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui vient de Pierre Desproges. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il disait? Et j'admire beaucoup Pierre Desproges. Je ne connais pas tout ce qu'il a fait, mais je connais cette expression. Et je peux vous dire ma position personnelle là aussi. Et moi, personnellement, je ne peux pas dire que je peux rire de tout. Il y a des choses desquelles je ne vais pas rire, disons, et qui me touchent spécialement. Et la question pourrait être, est-ce qu'on peut faire rire de tout n'importe qui pas avec n'importe qui. Et je crois qu'on peut toucher presque tous les sujets. Et dans mon cas, et c'est personnel aussi, et le métier que j'ai fait, c'est l'humour graphique. Pas toujours il est voué à faire rire. Parfois, il est voué à faire réfléchir. Je veux dire, c'est pas comme ceux qui font le stand-up ou les humoristes qui, parlant qu'au bout de chaque phrase, on attend que la rire du public. Si le public ne rit pas, c'est quelque chose qui cloche. Dans notre cas, c'est un peu différent. Parfois, on peut faire rire, pas mieux si on peut faire rire. Parfois, on peut faire réfléchir, on peut dire, on peut montrer des choses, et on a ces privilèges, comme peut-être, si on a la chance de pouvoir le faire, comme peut-être il n'avait pas été vu auparavant. Et parfois, quand on dévoile ça, parfois, ça reste. Il y a un avant et un après. Mais alors, je peux faire des dessins sur la Shoah qui se passe sur la pédophilie. Je les ai faits sur le génocide au Rwanda, mais pas pour faire rire. C'est des choses dramatiques et je ne pourrais pas me les permettre, personnellement. D'accord. Alors, très bien. Donc, en février dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Emmanuel Macron déclarait lors du grand débat « Je ne veux plus de l'anonymat sur les plateformes Internet ». Quel est votre avis là-dessus? Et mon avis, c'est très personnel aussi. Alors, oui. Alors, en tant que journaliste dans un état de droit comme celui qu'on est, même s'il y a des restrictions en ce moment, pour moi, il n'y a pas de restriction à la liberté d'expression en ce moment. Et il y a dans les lois qui réglementent la presse écrite, radio, télévision et tout ça, il y a l'impossibilité de l'anonymat parce qu'il doit y avoir un rédacteur responsable. Il doit y avoir quelqu'un qui est responsable pour ce qui est dit. Et sinon, on peut passer facilement à la désinformation, à la manipulation, à la diffamation. Et dans cet esprit d'état de droit, je crois que les plateformes devraient s'adapter à ça. Je veux dire, l'anonymat ne se justifie pas dans ces cas. Je crois que ça peut se justifier dans une dictature, dans un régime extrêmement autoritaire où la liberté d'expression n'existe pas et on peut risquer sa vie pour s'exprimer. Ce n'est pas encore le cas en France. Et je veux dire, le fait qu'il y ait l'anonymat en ce moment, ça se prête à qu'il y ait beaucoup de désinformation, d'intoxication dans les messages, dans ce qui se dit. Et je crois qu'il devrait avoir une certaine responsabilité, que l'anonymat ne devrait pas exister en ce moment.
Il y a une autre chose avec les réseaux sociaux, parce qu'on parlait de liberté d'expression, et je crois qu'une des menaces à la liberté d'expression aujourd'hui en France vient quelque part des réseaux sociaux. C'est-à-dire le fait qu'on puisse faire attention à ce qu'on dit ou ce qu'on puisse dire, parce qu'on peut être menacé de mort, ou on peut être insulté, peut-être ça peut déclencher de la haine, ça peut réprimer pas mal de gens à s'exprimer. Je veux dire, et de façon étrange, ça ne vient pas d'en haut en ce moment, ça peut venir, ça peut changer. Tout ce que je dis là peut changer du jour au lendemain. En Uruguay, quand la dictature est arrivée, personne ne croyait qu'une dictature pouvait arriver. Oui. Alors, les choses peuvent changer en France. Mais en ce moment, je me rends compte que c'est dans les réseaux sociaux qu'il y a des pratiques, ce qu'on appelle la cancel culture, qui font qu'il y ait des gens qui préfèrent ne pas s'exprimer pour ne pas réveiller ce type de réaction. Alors ça, oui, c'est une atteinte à la liberté d'expression. D'accord. Très bien. Encore une petite question oui. À propos des journaux. Pour vous, oui. Est-ce que la pluralité des opinions se retrouve dans les journaux actuellement? Je ne dirais pas la pluralité, je crois qu'il existe une grande diversité. Plus il y a des journaux et plus il y a la possibilité justement de voir des visions différentes. La pluralité, peut-être pas parce que je suis convaincu depuis un certain temps qu'il n'y a pas deux personnes sur la planète qui pensent exactement la même chose. Alors, impossible de représenter toutes les opinions possibles. Oui, c'est... Même avec Internet, avec d'autres moyens. Alors non, peut-être pas cette richesse-là n'existe pas dans les journaux, mais il existe une énorme richesse quand même. Et est-ce que vous pensez que justement un dessinateur pour la presse, un caricaturiste, est-ce qu'il peut être neutre, totalement neutre dans ses dessins qu'il produit? Je ne sais pas, et moi je ne le suis pas, mais ça, je m'engage à chaque fois que je fais un dessin. Et je ne sais pas que ça voudrait dire neutre. Et il n'y a pas de caricaturiste officiel. Les caricaturistes en général attaquent les pouvoirs, mais ce n'est pas seulement pour le plaisir de l'attaquer, c'est, dans mon cas, en tout cas, c'est pour déconstruire le discours du pouvoir, les éléments de langage, la manipulation, les discours officiels, tout ce qui chercher les contradictions et les montrer. C'est ça qui m'intéresse. Là, je ne peux pas être neutre. Si je n'ai jamais su si ça servait à quelque chose. Je veux dire, si je peux convaincre quelqu'un, ce n'est pas mon intention de convaincre, mais au moins les faire douter de certaines choses et pour qu'ils puissent être vus d'une autre façon. J'ajouterai une petite chose parce qu'on parle de la caricature et aujourd'hui, c'est fréquent quand il y a un débat, personnage à la télévision, à la radio, que quelqu'un dise ah, vous êtes dans la caricature. Et c'est comme disqualifier l'autre, comme si la caricature c'était quelque chose qui seulement une exagération qui n'avait aucune valeur. C'est pas ce que je crois. La caricature peut arriver à dire des choses qu'on ne peut pas dire autrement. Et alors, l'effet d'essayer de conclure le débat comme ça, c'est parce que la personne qui le dit en général est à bout d'argument aussi. Et c'est comme quand on invoque les points Godwin et qu'on compare quelque chose avec la Shoah ou le nazisme. Alors, c'est une façon de réprimer aussi le débat. C'est lui qui dit vous êtes dans les points Godwin. En général, peut-être c'est lui qui est à bout d'argument. Et la perversion, c'est que si on ne mentionne plus la Shoah ni le nazisme, c'est comme si ça n'existait plus. Il faut nommer les choses. Alors, je suis contre ceux qui invoquent le point Godwin et ceux qui disent vous êtes dans la caricature. D'accord. Je suis dans la caricature. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, je vous propose de décrire quelques caricatures que vous avez réalisées et qui sont pour la plupart justement en lien avec le thème d'aujourd'hui, la liberté d'expression. Donc je vais donc les afficher et puis je vous invite à les décrire. Voilà. Donc je vais faire ça tout de suite. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Parfait. Voilà, ça c'était un dessin que j'avais fait pour que j'ai inclus dans mon dernier livre, ça n'a pas été publié ailleurs. Et
c'était pour montrer ce type de choses qui sont banales, qu'on ne pense pas et qui peuvent et nous toucher. Moi personnellement, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, c'est pas parce que je les déteste, c'est simplement parce que quand j'ai vécu cette époque de dictature en Uruguay, je suis très frileux face au flicage. Et on est fliqué aujourd'hui un peu partout. On est fliqué par Internet, on est fliqué par la carte bleue, on est fliqué par les passes Navigo, on est fliqué par Facebook, je sais pas, Facebook, et par les GPS. Et on est fliqué partout. Et la géolocalisation. Alors, je voulais montrer justement avec ces dessins comment on accepte de l'être quelque part et sans manger, mais qu'un jour, ça peut devenir dangereux. Si jamais il y avait une dictature en face, je ne souhaite pas, Bon. ça pourrait devenir dangereux. D'accord. Donc maintenant, je vais passer à une autre caricature. Est-ce que vous Ah voyez? oui, 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 c'est bon? oui, Parfait. oui, 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 oui. Ça, c'était aussi dans les derniers livres, justement, c'est le souci un peu de la désinformation qui s'installe aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a tellement d'informations, tellement d'opinions, tellement de choses dites que on peut arriver à une situation comme ça. Et c'est les réseaux sociaux contribuent à ça aussi, et c'est dommage. Mais c'est pas seulement, quand j'ai mis école de manipulation, au fond, c'était aussi ce qui crée les, les éléments de langage, tout ce qui est prédigéré pour que les gens ne pensent pas. D'accord. Et ça peut finir par école de surveillance. D'accord. Alors maintenant, je vais passer à une autre. Ah oui, oui, là Oui. c'est un peu, oui, oui, là c'est un peu les mêmes types de soucis. C'est on a parlé tout à l'heure, la façon où, quelque part, la liberté qui existe, la liberté existe encore, mais c'est comme si c'était une espèce de liberté conditionnelle. Tant qu'il n'y a pas des problèmes de répression énormes, on peut vivre encore. Mais on a compromis cette liberté avec tout ça, tous ces gadgets qui sont très utiles. Hein. Je ne suis pas contre les iPhones, ni contre les smartphones, ni contre Google. J'utilise Google tous les jours. Facebook, non, les GPS, je l'utilise de temps en temps. Je n'ai pas de drone. Mais, et je ne suis pas dans les clouds non plus. mais, mais il faut se méfier de tout ça, de tous ces bénéfices. Ce n'est pas gratuit. D'accord. Et puis surtout, j'imagine que vous parlez aussi, sans en parler directement, mais du coup, Google, Facebook, on parle un peu des grandes entreprises, les GAFAM, qui remettent en Oui, oui. cause la liberté finalement. Oui, oui, oui. Non, justement, j'avais fait un dessin que j'aurais pu vous envoyer avec Orwell récemment pour les Canards enchaînés. Et c'était parce que les œuvres d'Orwell ont tombé cette année dans les domaines publics. Et alors, j'avais fait le portrait d'Orwell qui disait, mais voilà, dans les domaines publics, quand les big GAFAM are watching you. Oui, attention. Alors maintenant, je vais passer à une autre caricature. Alors, est-ce que vous voyez bien? Vous le Oui, voyez? oui, oui. Parfait. Oui, là, j'ai eu quelque part de la chance ce jour-là, parce qu'à l'époque, c'était l'année 91, à l'époque, je faisais surtout des dessins de politique internationale au monde, parce que c'est pas trop longtemps que j'étais en France. Je pouvais faire de la politique française, mais je me sentais plus à l'aise avec la politique internationale. Et ce jour-là, j'ai arrivé au journal, on m'a dit, il n'y a pas de place aujourd'hui dans la page internationale, mais va dans les services sociétés, là, il faut faire un dessin. Alors j'y vais et c'était un papier sur le 10e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. D'accord. Donc, l'abolition avec laquelle j'ai toujours été d'accord. Et alors, j'ai fait ce dessin et je crois que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. C'était des dessins qu'on me les demande de plus pour les livres de texte des lycées, des collèges, et tous les ans, on me demande la possibilité de les reproduire. Et j'ai dit que l'original appartient à Robert Badinter qui avait trouvé que ces dessins disaient beaucoup sur les sujets. D'accord.
Très bien. Est-ce que vous voyez celui-là? Ah oui, oui, oui. Non. C'est un dessin Parfait. que je crois que j'avais fait pour l'Express. Et c'est après l'attentat contre Charlie, on avait demandé de réagir et j'avais fait ça. C'est un dessinateur comme cible. Ce jour-là, les choses ont changé. Et disons, c'est pas drôle, mais c'est curieux. Quelques jours auparavant, un dessinateur, un confrère, avait dit les problèmes de censure, et les risques des dessinateurs de presse sont surtout dans les pays où il y a des dictatures, des gouvernements autoritaires. En France, on ne risque pas grand-chose. Cette phrase avait été dite à la radio au moins 2, 3 mois avant ça. Et là, tout a basculé. D'accord. Et c'est vrai qu'en tant que caricaturiste, est-ce que vous vous sentiez vraiment menacé à partir des attentats de Charlie Hebdo? Est-ce que ça a été un basculement un petit peu dans votre vie de caricaturiste? Et quelque part, je pense, oui, quelque part, je pense qu'il y a un avant et un après. Et quelque part, on a pris conscience que, oui, que faire un dessin pouvait coûter la vie. Mais et ça ne veut pas dire qu'on va faire tous les jours quelque chose qui peut vous amener à risquer votre vie. Mais ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'en plus, et ce qui est une autre chose qui a à voir avec les réseaux sociaux, je ne suis pas contre Internet ni contre les réseaux sociaux, c'est très utile. Mais après son existence, les caricaturistes doivent faire attention quand ils font un dessin, c'est peut-être une petite entorse à la liberté d'expression, où est-ce que ça peut être lu? Je veux dire, si aujourd'hui un dessin, avant le dessin, arrivait à une certaine quantité de lecteurs, aujourd'hui ça peut arriver à un autre pays, dans une autre culture, dans une autre façon de penser, qui vont l'interpréter d'une autre façon. Et maintenant, il faut tenir ça en compte. D'accord. Alors, très bien. Donc nous arrivons déjà vers la fin. Oui, Donc il reste encore deux caricatures que je voulais vous montrer. Est-ce que vous les voyez? oui, maintenant je la vois. Parfait. Oui, ça Alors, c'est une caricature que j'ai fait au monde et parce que justement insistait énormément George Bush qu'il y avait des armes de destruction massive et que ça justifiait la guerre contre l'Irak. Et c'est une caricature qui peut-être s'est publiquée au monde et peut-être, je ne sais pas si ça aurait pu être publié au canard, pas parce que les canards ne soient pas d'accord avec ça, évidemment, les canards sont d'accord avec les caricatures, mais au canard, on me reproche parfois d'être un peu subtil. Et alors, j'ai fait des choses un tout petit peu différentes au monde et au canard. Mais oui, les canards auraient pu le publier aussi. et quand est-ce que vous avez publié cette caricature? Est-ce que c'était, j'imagine, après la guerre d'Irak, donc après 2003? En tout cas, est-ce que vous vous Oui, souvenez? oui, c'était avant que Bush quitte le pouvoir, alors avant 2004, je crois que c'était en 2004. D'accord. Ou c'était en 2008. Non, c'était en 2008, 2008. Ouais, oui, Obama. c'était 2008, Oui, c'est oui, Obama. D'accord. Ah, très bien. Et donc nous arrivons déjà à la dernière caricature. Vladimir Poutine, oui. Oui, ça, c'est ce qui est étrange, c'est ce que j'appelle euh, l'actualité intemporelle, c'est-à-dire l'actualité qui n'est pas passée de, qui n'a pas périmé. Et de façon étonnante, disons, les meilleurs dessins, les plus forts sont ceux qui, le lendemain, ils ne marchent plus parce que le contexte a changé et c'était très bon un jour déterminé. Là, je ne sais pas exactement quand je l'ai fait, mais quelque part, ça continue parce que et autant Poutine que Xi Jinping ont des velléités d'être des leaders mondiaux. Et s'ils peuvent arriver à dominer Poutine, l'Europe et Xi Jinping, le monde, ils le feraient. Alors voilà, il continue à être d'actualité. D'accord. Bon, écoutez, c'est parfait. Nous avons terminé l'entretien. Eh bien, merci beaucoup, Pancho, pour avoir répondu à toutes nos questions.
et merci à tous pour votre participation. Nous remercions également notre école, Grenoble École de Management. Donc, n'hésitez pas à aller consulter aussi les autres vidéos dans le cadre de la semaine J'aime en débat. Voilà, merci beaucoup, Pancho. Je vous remercie, vous tous. À mon tour.